Au sommaire ce soir, après la décision du gouvernement de rendre obligatoire d'ici l'an 2000 des biocarburants dans l'essence, reportage à Évreux où les bus carburent déjà au colza, les verts et les pétroliers très sceptiques sur l'efficacité de ce type de mesures. 8400 morts sur les routes de France l'an dernier, 120 victimes de moins qu'en 1994, mais les routes de nos voisins européens sont nettement moins meurtrières. Une étude sociologique révèle le suicide en France d'un policier tous les 9 jours en moyenne, soit un tiers de plus que pour le reste de la population. Jacques Toubon en Corse face à la grogne des magistrats qui reprochent aux autorités trop de laxisme face aux terroristes. Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis quelques semaines maintenant, l'agglomération de Roubaix, près de Lille, dans le Nord, est le théâtre d'une montée assez inquiétante du climat de violence. Hier soir, des voleurs n'ont pas hésité à abattre à bout portant d'une rafale de fusils mitrailleurs un automobiliste qui leur refusait d'abandonner sa voiture. Pour l'instant, l'enquête n'a rien donné. Reportage Anne Mourgue, Jean-Christophe Raxi. Un travail de fourmi. Toute la journée, les enquêteurs ont multiplié les auditions, tenté de faire parler les indices. Pour l'instant, sans résultat, les 4 gangsters sont toujours en fuite. Des hommes jugés très dangereux, équipés d'armes de guerre. Hier soir, ils ont tué de sang-froid un automobiliste d'une rafale de pistolets mitrailleurs, juste parce qu'il refusait de donner sa voiture. Un meurtre après une série de méfaits. Quelques minutes plus tôt, ils avaient braqué ce supermarché, puis tiré délibérément sur la police. Ce qui est quand même très particulier dans cette affaire-là, c'est l'armement détenu par les malfaiteurs et leur détermination. Encore une fois, ils n'ont pas hésité à tirer au moment même où ils rentraient, simplement pour impressionner les personnes qui se trouvaient dans le magasin. Ce scénario rappelle aux enquêteurs une autre fusillade, déjà à Roubaix, il y a 10 jours. Un policier avait été blessé. La justice, les élus aussi évoquent une bande organisée. Il s'agit, selon toute vraisemblance, de l'activité d'un gang d'origine belge qui écume la métropole, avec 2 caractéristiques, braquage notamment des surfaces moyennes alimentaires. Et la deuxième caractéristique, c'est que ces gens sont extrêmement dangereux puisqu'ils tirent à bout portant et sans sommation sur tout ce qui bouge. Des gangsters prêts à tuer, disent les enquêteurs. Les policiers le reconnaissent. C'est un nouveau type de violence qu'ils n'avaient jusqu'ici jamais vu dans la région. À l'avenir, il va falloir carburer écolo. Le gouvernement, vous le savez, a décidé de rendre en effet obligatoire d'ici à l'an 2000, c'est dans 3 ans, l'incorporation de produits d'origine végétale dans les carburants. Dans certaines agglomérations, les bus roulent déjà au diesel vert, un carburant à base de colza et de tournesol. Reportage à Évreux, Jacques Cardos, Bernie Merriot. Un carburant vert dans un réservoir, c'est désormais une habitude pour les 45 bus de la ville. 30% d'un nouveau mélange à base de colza et le restant de gasoil. Ici, on est passé de l'expérimentation à l'exploitation depuis déjà 2 ans. Premier bilan pour les techniciens d'entretien, l'évolution et le comportement des moteurs. On a des moteurs qui dépassent maintenant les 500 000 km. On n'a pas de dépenses plus que ça, plus d'entretien. On n'a pas plus de casse pour autant. C'est toujours si fiable. La consommation en carburant a tout de même augmenté de 3%, hausse également de son prix 1%, mais les satisfactions sont ailleurs. Du point de vue de la pollution au démarrage, si on peut parler de pollution, on a beaucoup moins d'émissions de fumée le matin quand on fait le démarrage de l'ensemble du parc que quand on les démarrait au gasoil. C'est un bilan complètement positif. L'environnement, c'est bien sûr le premier objectif. Difficile de mesurer les conséquences de l'utilisation de ce carburant sur la qualité de l'air. D'ailleurs, certains préfèrent évoquer des nuisances olfactives. Simplement, ça dépend du temps, ça sent la frite de temps en temps. C'est moins polluant. Ça pollue beaucoup moins que l'essence, ça oui. Toutes les voitures devraient y rouler. Toutes les voitures, ce pourrait être le cas en an 2000. Et même s'il n'existe pas de vrai danger de pollution à Évreux, on préfère prévenir les risques. À Évreux, c'est un effet mineur pour nous. Bon, maintenant, il est certain qu'avec les développements dont on entend parler actuellement, notamment dans la région parisienne, il est possible que notre ville soit atteinte un jour ou l'autre. Prendre les devants, c'est pas plus mal. Évreux pionnière en matière d'usage de diester, une ville de 45 000 habitants qui n'en avait peut-être pas besoin, mais qui ne regrette sûrement pas cette décision. Pour beaucoup de militants écologistes, cette mesure ressemble pas mal à un gadget. Les Verts mettent en doute les vertus écologiques des biocarburants. Les pétroliers plaident d'autre part pour d'autres mesures afin d'améliorer la qualité de l'air, à commencer par le rééquilibrage de la fiscalité entre l'essence sans plomb et le diesel. L'an dernier en France, la route a tué 8412 fois.
Les spécialistes de ces statistiques macabres font observer que ce sont les meilleurs chiffres depuis 30 ans, mais c'est encore beaucoup trop en regard des résultats observés chez certains de nos voisins européens. Certaines municipalités tentent de lutter contre cette fatalité meurtrière. Exemple à Drusenheim, dans le Bas-Rhin, où la traversée de la ville a été entièrement réaménagée. Reportage Christine Boss, Sylvain Gauthier. Il y a des villes où les piétons peuvent traverser en toute sécurité, comme cela. Les cyclistes roulaient en toute liberté, comme ceci, sans pour autant bannir les voitures. Une affaire qui tourne rond aujourd'hui à Drusenheim, une commune de 5000 habitants, traversée par une départementale empruntée par de nombreux poids lourds. Face à une circulation de plus en plus dense et une recrudescence du nombre d'accidents matériels et corporels, un diagnostic et des remèdes s'imposaient. Les grandes idées, c'était d'abord le rétrécissement des routes pour diminuer la vitesse de la circulation. Ensuite, c'était de prévoir des parkings pour l'accès facile aux différents commerces. Ensuite, séparer le flux piétons-cyclistes du flux automobile. Exemple, cette passerelle pour piétons et cyclistes qui permet à ces enfants de regagner leur école ou leur domicile en toute sécurité. On est satisfait. On est satisfait, ouais. Ah ouais. Comme la passerelle, le truc cyclable pour les vélos. C'est vraiment... on est en sécurité, hein, comme on dit. Car 5 ans et 20 millions de francs plus tard, le résultat est là, une réalisation exemplaire récompensée par la prévention routière. Drusenheim s'est vu décerner le prix devant, par exemple, Paris, tout au moins le 13e arrondissement de Paris, qui est bien plus important en nombre. Non, c'est la qualité des travaux. Bref, les petites communes peuvent en remontrer aux plus grandes en matière d'aménagement de la voirie et de sécurité routière. La dépression fait des ravages au sein de la corporation des policiers. Une étude menée par une sociologue indique en effet que le nombre de suicides chez les policiers est environ un tiers plus élevé que dans le reste de la population française. Enquête Michel Fine. Le message est tombé cet après-midi sur les téléx des commissariats. Il annonce le suicide d'un fonctionnaire de police. L'homme s'est tiré une balle dans la tête chez lui dans l'Aveyron avec son arme de service. C'est le 5e suicide d'un policier en moins d'un mois. Chaque année en France, pas moins de 40 fonctionnaires de police choisissent ainsi de se donner la mort, souvent pour fuir le stress et les difficultés de leur métier. On peut parler aussi de délabrement, bien souvent, de la cellule familiale, qui est due au fonctionnement des services de police, aux horaires qui sont nécessaires pour que ces services de police puissent fonctionner 24 heures sur 24. Et bien souvent, on s'aperçoit que les fonctionnaires de police qui se suicident sont bien souvent, malheureusement, divorcés. Ça arrive, je vous dirais, presque une fois sur deux. Dans 80% des cas, le policier qui décide d'en finir se suicide avec une arme à feu. Le plus souvent, son arme de service. Les plus touchés sont les hommes de terrain, ceux qui vivent la police au quotidien, inspecteurs, enquêteurs et gardiens de la paix. Les plus fragiles sont ceux qui ont derrière eux au moins 15 années de métier, les 35-40 ans. Je crois qu'il faut absolument qu'il y ait, dès le départ de la carrière d'un fonctionnaire de police, c'est-à-dire en école, lors de sa formation, qu'il y ait véritablement une préparation psychologique au métier de policier et en fonction aussi du lieu où il va exercer ce métier de policier. Je crois que le stress, les difficultés du métier ne sont pas les mêmes à Pézenas qu'à La Courneuve. Au-delà des chiffres, il y a un constat. Aujourd'hui, rien n'est prévu pour soigner la déprime de ceux dont le métier est d'être les gardiens de la loi. Jacques Toubon est en Corse pour 2 jours. Le ministre de la Justice va devoir faire face à la grogne des milieux judiciaires qui reprochent au gouvernement son laxisme face au terrorisme alors que de nombreux magistrats ont été la cible des nationalistes ces derniers mois. Reportage de nos envoyés spéciaux Valérie Hermite, Dominique Bonnet. Un mois après le ministre de l'Intérieur, Jacques Toubon est venu répéter, mais cette fois sur le terrain judiciaire, à peu près les mêmes propos sur la Corse. 1 heure d'entretien privé avec l'ensemble des magistrats qui s'étaient pour le moins émus de la montée de la violence et de son impunité sur l'île. Tout en sermonnant ceux qui auraient trop d'état d'âme, le garde des Sceaux s'est voulu rassurant quant au bon fonctionnement de la justice en Corse. Il n'y a pas de violence justifiée. Il n'y a pas non plus de violence anecdotique ou de seuil de tolérance. Et la moindre dérive vers ce qui pourrait apparaître comme une accoutumance à la violence ordinaire mérite d'être dénoncée. Enfin, il n'y a pas de violence réservée et il va de soi que les lois s'appliquent avec la même rigueur sur l'ensemble du territoire
de la République. Un discours entendu par les magistrats, attentifs et prudents. Si déjà il y a des signes objectifs de dire aux magistrats qu'aucune affaire ne doit être laissée dans l'ombre et que toutes les affaires doivent être menées avec la même vigueur, la même opiniâtreté et le même sentiment de justice, ce sera déjà néanmoins un progrès. Car la réalité du terrain est parfois plus subtile. Exemple, aucune information judiciaire n'a été ouverte après la démonstration de force du FLNC Canal Historique, branche avec laquelle le gouvernement aurait, dit-on, noué des contacts. Jacques Toubon a répété avec force que la Corse vivait un moment peut-être crucial de son histoire. Le dialogue est ouvert avec l'ensemble des composantes politiques de l'île et c'est de cet équilibre précaire que le gouvernement espère voir aboutir la paix en Corse. Justice et politique, Didier Schuller a officiellement donné sa démission de conseiller général RPR des Hauts-de-Seine. Cet élu en fuite à l'étranger depuis un an, officiellement en vacances prolongées, et sous le coup d'une procédure de démission d'office. Météo France se prévoit le retour des éclaircies sur la façade ouest du pays. Bonne nouvelle pour environ 75 000 foyers des Landes, de la Charente-Maritime, de la Gironde et des Pyrénées-Atlantiques qui étaient toujours privés d'électricité ce matin après la tempête de la nuit de mardi à mercredi. Reportage en Gironde, Éric Perrin, Philippe Dumail. Ils sont sur le terrain sans interruption depuis 48 heures. 80 000 foyers étaient sans électricité en Gironde hier matin après le passage de la tempête. EDF-GDF a alors mobilisé plus de 500 personnes avec des renforts venant d'autres départements. Mais il restait encore ce midi environ 13 000 maisons privées d'électricité. On a remis en service les lampes à pétrole et qui étaient avec les bougies. Ce soir en Gironde, selon EDF-GDF, 95% du réseau est rétabli. Mais il reste encore des maisons isolées dont les habitants passeront le week-end dans le noir. Les réseaux sont tombés, mais pas comme d'habitude. Ils ont été coupés, hachés menus en petits morceaux. Et donc dans ces conditions, il y en a partout. Et c'est des petits bouts par-ci, par-là. Oui, ça y est, ça va. On va avoir le chauffage. En résumé, en Gironde, une situation en voie de normalisation avec malgré tout encore quelques points noirs. Aux États-Unis, l'État d'Oregon est victime d'inondations particulièrement spectaculaires. Une petite fille de 8 ans et une femme de 84 ans sont mortes noyées, alors que des milliers de personnes ont dû évacuer leurs habitations, menacées de glissements de terrain ou de coulées de boue. Le radoucissement de la température là-bas, qui a provoqué la fonte des neiges, n'a fait qu'aggraver la situation. Étape importante dans la lutte contre l'hépatite C, une infection qui touche plus de 500 000 personnes en France. L'interféron alpha, un médicament utilisé jusqu'à présent uniquement dans les hôpitaux, sera en effet délivré désormais dans les pharmacies, ce qui devrait faciliter grandement la vie des malades. Explication Caroline Glorion. Le virus de l'hépatite C peut être très méchant. Il peut dormir pendant des années sans provoquer la maladie, mais il peut aussi attaquer le foie et provoquer cirrhose ou cancer. Dans ce cas, un seul médicament, l'interféron. Désormais, après un examen réalisé à l'hôpital, les médecins de ville pourront le prescrire et suivre l'évolution de leurs patients. Inspirez. Nous pourrons faire attention au risque d'effets secondaires du médicament, qui peut donner des petits syndromes pseudo-grippaux, qui peut donner des petits troubles de l'humeur. Donc c'est là où le patient aura besoin de nous, gastro-entérologues de ville. En France, 500 000 personnes seraient porteuses du virus de l'hépatite C et 15% seulement auraient été dépistés. Hôpitaux et médecins de ville vont donc pouvoir maintenant se répartir la tâche pour lutter contre cette maladie. En attendant la vaccination, pour la santé publique française, c'est une très bonne chose sur le plan pratique et symbolique de voir se resserrer les coudes entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Les services hospitaliers, souvent débordés, vont maintenant pouvoir se consacrer davantage au dépistage, étape essentielle pour enrayer l'épidémie. Autre substance qui va faire officiellement son apparition dans les pharmacies, le Subutex, un médicament de substitution pour les toxicomanes dépendants aux opiacés. Cette spécialité sera prescrite sur carnet à souche par les médecins travaillant en réseau avec les centres de soins aux toxicomanes. Reportage Valérie Gagé, Christian Leroux. Le Subutex sera disponible en pharmacie dès lundi. Ce produit de substitution à l'héroïne que nous n'avons pas encore pu filmer se présentera sous forme de comprimé à faire fondre sous la langue. Il contient un antidouleur puissant, la buprenorphine. Certains médecins se réjouissent de pouvoir enfin utiliser cette substance que beaucoup prescrivaient déjà aux toxicomanes en dehors de tout cadre légal. C'est un outil supplémentaire qu'on met dans notre boîte à outils, nous médecins généralistes,
avec la méthadone, avec le sevrage, avec les associations, les services spécialisés, etc. Mais bien des problèmes restent. Le Subutex ne sera pas prescrit sur une simple ordonnance, mais sur le carnet à souche réservé aux stupéfiants. Cependant, le toxicomane ne sera pas obligé de passer par un centre agréé, comme c'est le cas pour la méthadone, ce qui inquiète certains médecins, pourtant favorables au traitement de substitution. C'est donc un produit qui peut être prescrit donc, simplement sur 28 jours, alors que la méthadone ne peut être prescrite que sur 7 jours. Donc un médecin généraliste qui le veut peut très bien voir un patient une fois par mois, lui faire une ordonnance pour un mois, ne jamais le revoir pendant le mois, renouveler l'ordonnance, etc. Et là, certains généralistes travailleront avec les toxicomanes, mais d'autres se contenteront de faire des ordonnances et ça va être dramatique. C'est ici, au centre Pierre-Nicole à Paris, qu'Alain a suivi un programme méthadone. Il pense qu'en libéralisant la délivrance du Subutex, les pouvoirs publics jouent avec le feu. Je pense qu'il y a un risque énorme de remplacer une toxicomanie par une autre. Je pense qu'il faut faire attention à l'encadrement. C'est 80% de la réussite ou de l'échec. Comme la méthadone en son temps, le Subutex risque de relancer un vieux débat. Faut-il ou ne faut-il pas donner de la drogue aux drogués ? L'amiante est désormais sous haute surveillance après la publication hier au journal officiel d'un décret qui impose de recenser la présence de l'amiante dans les constructions à usage collectif et l'expertise de tous les bâtiments concernés d'ici à 3 ans. Enquête Gilles Marinet. Détecter l'amiante, analyser le danger, décontaminer si nécessaire, voilà ce qui est désormais imposé aux propriétaires d'immeubles bâtis, publics ou privés, et ce, dans un délai maximum de 3 ans. Encourageant mais insuffisant aux yeux de l'Association nationale de défense des victimes qui milite pour une interdiction totale. La connaissance en la matière a évolué au point que beaucoup de pays qui nous entourent ont interdit l'amiante. La France est encore un des rares pays à ne l'avoir pas fait. Le mésothéliome, cancer de l'amiante, qui se déclare en moyenne 25 ans après contamination, devrait, selon l'association, causer à l'avenir de nombreux décès. Considérant que le risque était connu et qu'il existe une affaire de l'amiante, à l'image de celle du sang contaminé, des malades portent plainte. Et on revient d'ailleurs à l'affaire du sang contaminé, on revient à l'inertie, on revient au manque de prise de position, on revient d'ailleurs aussi peut-être à une certaine désinformation de la part de certains industriels, et c'est ce qui va fonder nos plaintes pour imprudence et négligence. La négligence, c'est quelque chose qui est devenu intolérable à l'opinion publique et aux magistrats. Les premières plaintes pour blessures et homicides volontaires seront déposées d'ici quelques semaines. Elles viseront des industriels, mais aussi de hauts fonctionnaires. Selon la télévision irlandaise, l'IRA a annoncé ce soir dans un communiqué authentifié la fin du cessez-le-feu en vigueur là-bas depuis le 1er septembre 1994. D'autre part, une forte explosion d'origine indéterminée s'est produite ce soir dans le quartier des Docks à l'est de Londres. On n'a encore pour l'instant aucune précision sur d'éventuelles victimes. Jean-Paul II est arrivé en fin d'après-midi au Venezuela après une courte escale au Salvador, à San Salvador, la capitale. Le pape apprenait la réconciliation des différents États d'Amérique centrale pour mettre fin à la pauvreté et au mépris pour les droits de l'homme. Le pape s'est également recueilli sur la tombe de Monseigneur Oscar Romero, mais le chef de l'Église catholique n'a pas voulu prendre d'engagement sur l'éventuelle béatification de l'archevêque de San Salvador assassiné en mars 80 par les escadrons de la mort. En visite officielle en Chine, Hervé de Charette, le ministre français des Affaires étrangères, s'est félicité que les relations entre Paris et Pékin soient redevenues cordiales, après avoir été quelque peu obscurcies par la vente d'avions Mirage français à Taïwan. Le Premier ministre chinois, Li Peng, sera en visite officielle à Paris à la mi-avril. Dans 10 jours, les Chinois vont fêter le Nouvel An et les magasins ne désemplissent pas, à commencer par le printemps de Shanghai, ouvert en juin dernier et qui attire une clientèle aisée pour laquelle les produits d'importation sont un signe évident de richesse. Reportage de nos correspondants Jérôme Bonny, Christian Lebras. Au cœur de Shanghai, le magasin Le Printemps est comme un temple de la contre-révolution où l'on accourt de toute la ville et même de plus loin pour célébrer un culte nouveau, celui du luxe et de la beauté. Aujourd'hui, le grand prêtre de ce temple a toutes les raisons de se réjouir. C'est la grande poule, c'est le grand succès. On tourne à plus de 100 000 entrées par semaine, avec une clientèle qui est déjà fidèle depuis, malgré le fait que nous sommes ouverts que depuis juin.
Sous le regard vigilant de la police chinoise, tout est fait pour fidéliser la clientèle de nouveaux riches attirés par le chic parisien, même si l'on ne vante ici que 20% de produits français. Dans une arrière-salle, au 6e étage, les marques organisent des stages d'apprentissage du maquillage. On y forme une nouvelle femme chinoise qui ne puisse se passer de rímel, de rouge à lèvres ou de pommade. Je suis sûre qu'en l'an 2000, tout le monde utilisera des cosmétiques d'importation comme on boit le thé le matin. Parmi les visiteuses, seule 1 sur 5 peut s'offrir ces produits, longtemps considérés comme décadents. Quand j'étais enfant, c'était la révolution culturelle en Chine. Il n'y avait pas de maquillage. La jeune chinoise qui aborde le rayon lingerie munie de son téléphone mobile est bien loin de celle qui se contentait d'un gilet sous sa veste Mao. Quant à ces jeunes mariés, ils sont déjà grands-parents. Ils ont convolé il y a 20 ans. C'était ce qu'on appelle maintenant les années terribles. Aujourd'hui, ils ont décidé de s'offrir de vraies photos de mariage à la française. Tous les soirs jusqu'à 10 h, le temple du luxe brille de tous ses feux. Les petits mendiants quêtent les miettes. Mao doit se retourner dans sa tombe. Le rêve d'une Chine égalitaire y est enterré avec lui. L'industrie française de l'armement est en grave crise. Le GIAT, le groupe d'industrie de l'armement de terre, vient d'annoncer un plan de restructuration particulièrement drastique. Plusieurs milliers d'emplois sont menacés, notamment à Tarbes, où l'Arsenal, comme on l'appelle là-bas, reste le premier employeur de la ville, bien qu'ayant connu déjà une sérieuse hémorragie en termes d'emploi. Reportage Jean-Paul Chapelle, Bernard Rappé. Et c'est pas une manifestation, hein, c'est la sortie normale, ça. Hein. Ils sont la mémoire vivante de l'Arsenal de Tarbes. Bien plus qu'une usine, le symbole et la culture de toute une ville. Eux sont entrés à l'Arsenal à l'âge de 14 ans et ils se souviennent d'une époque où l'on commençait apprenti pour finir ingénieur. Rentrer à l'Arsenal, c'était presque le summum parisien. De ce prestige, il ne reste plus grand-chose. En 8 ans, les effectifs ont fondu de moitié. Ici, on ne produit plus que les obus et les canons du Charles Leclerc et l'annonce d'un nouveau plan de restructuration résonne comme une condamnation. Structurellement, le GIAT a été condamné à mort puisqu'il n'a plus sa place dans la configuration européenne. À chaque coin de rue, pourtant, un signe rappelle à la ville sa tradition militaire. Tarbes, patrie du maréchal Foch, 2 casernes et leur régiment, les habitants savent tout ce qu'ils doivent à l'industrie de l'armement. Chaque industrie verse une taxe professionnelle de plus de 7 millions de francs pour le département et plus de 13 millions pour les finances de la ville. Si le site venait à fermer, les impôts locaux devraient augmenter de 10% pour compenser. Et pour les commerçants, ce serait une catastrophe. S'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de développement, de toute façon. Il est évident que s'il faut que nous soyons dans la rue aux côtés du GIAT, nous y serons. Solidaires de l'Arsenal, les commerçants savent aussi que l'heure a sonné pour Tarbes d'une véritable diversification. Pour rester au pays, les ouvriers de GIAT devront apprendre à fabriquer autre chose que des armes. Le maire de Colombey-les-Deux-Églises, où repose le général de Gaulle, va recevoir demain la visite de son homologue de Jarnac, en Charente, où François Mitterrand a été enterré il y a un mois, afin bien sûr d'évoquer les problèmes de toutes sortes liés à l'afflux massif de nostalgiques ou de simples curieux. En un mois, la ville de Jarnac a bien changé et les marchands du temple sont déjà à l'œuvre, comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux Michael Darmon et Dominique Merlin. C'est devenu l'endroit le plus fréquenté de la ville. Une allée de bouquets, quelques panneaux, quelques barrières placées dans l'urgence par la mairie de Jarnac indiquent le chemin aux visiteurs. Depuis les obsèques, 5000 personnes viennent chaque semaine se recueillir devant la tombe de François Mitterrand. Professionnellement, j'étais à Cognac hier et j'en ai profité pour passer aujourd'hui. Nous, on est à cheval sur la région d'ici et sur la Vendée. Nous avons profité d'une petite escapade par ici pour venir nous recueillir sur la tombe de M. Mitterrand. Déjà réputé pour son cognac, Jarnac aujourd'hui tisse la légende Mitterrand.
Au centre-ville, une petite librairie jadis fréquentée par l'ancien président. Ici, on cultive surtout le souvenir d'un esprit jugé brillant. Premier prix de français, François Mitterrand. Premier prix d'histoire, François Mitterrand. Premier prix de géographie, François Mitterrand. Alors ce carnet, pourquoi vous gardez Je l'ai là pour référence, parce que depuis que François Mitterrand est mort et qu'on se pose des questions de savoir si c'était un être d'exception, pour nous les Jarnacais, oui, c'était un être d'exception. Je veux bien qu'il y ait des cartes postales, parce qu'il est nécessaire qu'il y ait quand même des souvenirs qui marquent. Jarnac et ses souvenirs, ce que l'on raconte et ce que l'on vend. Des briquets aux écharpes, la signature est devenue une griffe. Ce tourisme-là attire déjà beaucoup d'hommes d'affaires. Du coup, le maire s'intéresse à l'expérience d'un autre lieu illustre, le village du général de Gaulle. Je vais voir le maire de Colombey pour savoir comment il a pu modérer les ardeurs d'un certain nombre d'initiatives, disons commerciales entre guillemets, que je ne souhaite pas. Mais à la différence de Colombey, à Jarnac, le projet de circuit touristique a été désigné par le défunt lui-même. L'église, la maison natale, le cimetière, il ne reste plus à la ville qu'à gérer au mieux le parcours de légende tracé par François Mitterrand sur les rives de la Charente. Dans notre série, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Le salon Rétromobile qui se tient à Paris jusqu'au dimanche 18 février. L'occasion d'admirer les petits bolides d'hier et d'avant-hier. Nos spécialistes de la nostalgie, Luc Bazizin et Roger Mathurin, se sont particulièrement intéressés à la saga des Roadsters, ces petites voitures sportives à 2 places. Sorti tout droit d'un livre d'histoire, voici l'ancêtre de toute une génération de petites voitures sportives, les Roadsters. Celles-ci datent des années 30 et polluent très peu car sans batterie, son moteur a tout le loisir de se reposer. MG comme Maurice Garage, lieu de sa naissance qui malgré les apparences est en Angleterre. Tellement britannique, cette philosophie de l'automobile plaisir, petite et rapide, a traversé les âges. Des années 30 jusqu'à ce prototype qui préfigure la génération à venir, la MG a toujours offert la même caractéristique mécanique. C'est un véhicule donc à moteur central, donc qui est vraiment une voiture de sport, et en plus propulsion, donc roue arrière motrice, ce qui procure un certain plaisir de conduite, donc que les puristes savent apprécier. Les puristes font donc des comparaisons. Le contact avec la route et les cheveux au vent, c'est la philosophie de ces petites voitures sportives. La saga des Roadsters a commencé également dans les années 30 chez les Allemands par ce véhicule. Ensuite, l'aérodynamisme a fait son apparition et a imposé des lignes encore plus fluides à la carrosserie. 60 ans plus tard, le plus british des agents secrets adopte une allemande. La voiture de James Bond qui sortira en France en mars prochain, tout comme cette BMW de 1936, se caractérise uniquement par 2 places et des portes basses avec des vitres qui se dissimulent à l'intérieur. Les ressemblances d'aujourd'hui ne sont dues qu'à l'héritage de ces voitures anciennes qui ont ouvert la voie à toutes les originalités. Difficile d'imaginer par exemple que cette Jaguar propulsait déjà il y a 40 ans sa carcasse à 205 km/h. En Coupe Davis de tennis, Guy Forget a mis l'équipe de France sur les rails de la victoire en dominant le Danois Kenneth Carlsen au terme d'un match de plus de 3 heures. Et il y a quelques minutes, Cédric Pioline a donné un 2e point à l'équipe de France. Commentaire Laurent-Frédéric Bollet. Il est rare, très rare, de voir Guy Forget se mettre en colère. C'est pourtant arrivé aujourd'hui à Besançon. Il est encore plus rare de voir Guy Forget exhorter les spectateurs. C'est dire que le Français n'a pas eu la partie facile face au Danois Carlsen. Et c'est une relative mauvaise surprise. Heureusement, Forget s'en est sorti, mais en 4-7, dont 3 avec jeu décisif. Kenneth Carlsen, 84e joueur mondial, était venu sans complexe et jusqu'au bout, Forget a douté face à ce Danois remuant, nerveux et accrocheur. Yannick Noah, en bon capitaine, rassure et motive son joueur. Finalement, après plus de 3 heures de match, Forget conclut sur ce service. À 31 ans et pour sa 22e participation en Coupe Davis, Forget s'est fait un peu peur. Quant à Cédric Pioline, eh bien ça n'a pas été si facile que ça non plus. Pioline qui vient juste de remporter son match en 4-7 aussi. Le score 4-6, 6-1, 6-1, 6-3. Pioline, 45e joueur mondial, opposé à Frédéric Fetterlin, 111e joueur à l'ATP, et qui a empoché la première manche en profitant d'un relâchement du Parisien, ce dernier qui lui aussi a donc joué à se faire peur. Moralité, la France assure l'essentiel, mais Noah n'a pas de quoi être emballé. C'est vrai que jouer au premier tour contre un adversaire réputé moins fort, ça n'est jamais facile. C'est une explication, pas une excuse.
Retour à une actualité dramatique. Je vous parlais tout à l'heure d'une forte explosion survenue dans le centre de Londres. Explosion pour l'instant indéterminée. Au téléphone, notre correspondant permanent, Bernard Lebrun. Bernard, est-ce qu'on a des précisions sur cette explosion et est-ce qu'elle est alliée avec l'annonce de l'IRA de la fin du cessez-le-feu? Oui, Bruno, bonsoir. Alors cette explosion n'a pas eu lieu exactement dans le centre de Londres, mais dans le quartier des affaires, la City. Sans doute nos téléspectateurs connaissent parfaitement cette très grande tour qui surplombe Londres, que l'on appelle Canary Wharf. Et il semble que l'explosion ait eu lieu très précisément à 20h, heure de Paris, et qu'elle se soit déroulée non loin de l'hôtel Britannia. Il faut tout de suite indiquer que ce quartier d'affaires était totalement déserté à cette heure-ci. Le week-end est commencé et l'ensemble des personnels qui travaillent dans les banques et les sièges des sociétés internationales qui se trouvent dans la City étaient déjà rentrés chez eux. Alors il semble effectivement qu'il y ait une relation directe entre cette explosion et l'annonce du cessez-le-feu à Dublin, à la télévision de la République d'Irlande, et il semble bien qu'en effet l'IRA, qui s'impatiente depuis fort longtemps de l'absence de véritables négociations avec Londres, ait décidé de suspendre ce cessez-le-feu. Merci Bernard Lebrun. Nous reviendrons bien sûr sur cet événement dans le dernier journal vers minuit 30 en compagnie de Florence Daucher. Dans notre série On n'arrête pas le progrès, après le Louvre, c'est au tour du musée d'Orsay d'inviter à une véritable visite virtuelle de ses prestigieuses collections, et cela grâce au CD-ROM. N'oubliez pas les guides, Patricia Charnelet, Patrick Voix. Ce CD-ROM sur Orsay est une première mondiale. Il s'agit de la première visite virtuelle d'un musée. Ce procédé, qui donne l'illusion de se promener dans un lieu comme si on y était, date de 1968. À l'origine, il était utilisé pour l'exploration spatiale ou pour des applications militaires, comme les simulations de vol. Aujourd'hui, l'art s'en empare. La liberté de l'utilisateur est complète, il peut aller à sa guise dans toutes les salles, avoir vraiment le sentiment de marcher dans les salles, de se tourner à droite à gauche, de faire en fait des panoramiques, puis de choisir des œuvres qu'il peut analyser avec toutes les fonctionnalités du multimédia, depuis des loupes, des effets de lumière, des animations et des commentaires. À la base de ce produit, il y a une multitude de photographies qui sont retravaillées avec l'aide de l'informatique. Près de 200 peintures et sculptures sont ainsi proposées, choisies par les conservateurs. C'est comme la découverte de l'imprimerie. Vous avez des techniques qui se mélangent, ce qu'on n'a jamais pu faire. Et vous allez pouvoir, sur les musées, montrer à la fois l'image, un texte, le son, et vous allez pouvoir faire rentrer les gens dans un musée comme ils n'ont jamais pu le faire sur un livre. Dans ce nouveau domaine des CD-ROM artistiques, les Français sont parmi les meilleurs. C'est là une alliance réussie entre la culture et l'informatique, entre le passé et l'avenir. Les Français rêvent de quiétude amoureuse. Selon un sondage IFOP réalisé à l'occasion de la Saint-Valentin, les fantasmes de nos concitoyens apparaissent plutôt raisonnables. Les Français et les Françaises rêvent en effet de s'enlacer tendrement sous les cocotiers devant un coucher de soleil, attendre un ou une partenaire plutôt expérimenté dans un lit à baldaquin ou, beaucoup plus facilement, sous la douche. Les Français, l'amour et Patrice Romden, cherchez l'erreur. Nous sommes censés vous parler d'amour, d'un océan, d'un coucher de soleil et d'un palmier, car c'est à ce genre de fantasme carte postale que rêvent 8 Français sur 10. Passons à l'intérieur, si vous le voulez bien, pour y apprendre que 40% d'entre nous ne jurent que par le porte-jartel, la guêpière ou le string. Notre libido ainsi satisfaite reste à passer à l'acte. C'est pas une question de lieu, c'est une question de sentiment. C'est pas vraiment ce qui ressort du sondage, madame. Comme dirait l'autre, il y a des endroits pour ça, alors allons-y. 75% d'entre nous plébiscitent les sous-bois et le lit, mais pas n'importe quel lit. Dans un lit à baldaquin, c'est certainement quelque chose exceptionnel. On revient en arrière, au XVIIIe siècle, et je pense que ça ne doit pas être désagréable. Suivent de près la douche et un autre grand cliché de la galipette. La plage. Sur la plage? S'il n'y a personne, oui. Je suis un peu pudique quand même. Moi, je fais l'amour dans une voiture au bois de Boulogne, quand j'en ai envie. Monsieur fait sans doute partie des 60% de Français qui jugent l'infidélité néfaste, mais pas dramatique. Mais monsieur irait sans doute moins souvent au bois s'il ressemblait à Paul Newman, Robert Redford ou Kevin Costner, vos préférés, mesdames. Quant à vous, messieurs, si vous aviez le choix, Sophie Marceau, Emmanuel Béard et Isabelle Adjani vous combleraient, mais vous n'avez pas le choix. Alors vous rêvez. Un rêve en forme de femme mûre et épanouie, 78% de candidats. Vous rêvez d'une brune mystérieuse, la voilà. D'une jeune ingénue romantique, elle est à vous.
ou encore d'une sportive dynamique. Allez-y, servez-vous, rêvez et surtout, n'oubliez pas de vous réveiller. Chérie, t'es là? J'arrive. La mi-février, c'est la saison des carnavals avant le bouquet final, le Mardi Gras, le 20 février. Le plus prestigieux, bien sûr, celui de Venise, ville exquise. Nos envoyés spéciaux, Nicolas Vinclair et Bernard Puissosseau, ont revêtu leurs plus beaux atours pour se mêler aux Vénitiens en plein préparatif. Il y a des siècles déjà, la ville offrait la même lumière dans ses dédales de canaux. S'il existe deux choses éternelles, mettons que ce soit l'amour et ses incertitudes, et puis Venise. Place Saint-Marc, les pigeons envahissent les touristes avant que les touristes n'envahissent la ville. Pendant les 11 jours que dure le carnaval, il en viendra plus d'1 million. Venise et le carnaval, c'est une vieille histoire d'amour. Au XVIIIe siècle, dans une Venise devenue décadente, il durait jusqu'à 6 mois, puis il a disparu avec la République vénitienne pour renaître de ses cendres tout récemment, en 1979. À Venise, les traditions, c'est comme la vertu, ça se perd facilement. De moins en moins de familles fabriquent leurs propres costumes, et tant mieux pour les professionnels. Nous sommes ici dans les ateliers de Stefano Nicolaou, le plus grand costumier de la ville. Le carnaval, c'est 20% de son chiffre d'affaires. On vient du monde entier pour lui acheter des costumes qui valent de 3 à 10 000 francs. Les touristes ont fait sensiblement évoluer l'esprit du carnaval. Le fait qu'il y ait une grande participation étrangère lui donne une teinte touristique. Ça le rend moins spontané. Les gens s'habillent pour se faire voir, pour se faire admirer, plus que pour s'amuser tout simplement, plus que pour se déguiser par plaisir. Aux yeux de certains Vénitiens, le carnaval serait donc un somptueux rideau de fumée. Car la ville souffre, il y a la crise du logement, l'exode des jeunes et puis l'opéra qui a brûlé. Beaucoup ont la tête ailleurs. Derrière ces masques de fantaisie se cache donc autre chose que des sourires. Le carnaval fait pourtant vivre des milliers de personnes et rapporte chaque année à la ville plus de 5 milliards de francs. Vous en vendez combien, par exemple, sur la période du carnaval des masques? Je ne sais pas. Vous dites ça parce que vous pensez que je suis du fisc? Peut-être. Venise offre aujourd'hui le visage d'une ville marquée par une crainte, celle de perdre ses habitants, son âme et son authenticité. On dit d'elle qu'elle est le plus grand décor de théâtre. Or, son théâtre, justement, c'est il y a quelques jours, envolé en fumée. Dans un instant, le point route de Valérie Maurice et la météo de Nathalie Rioui avec un léger radoucissement des températures ce week-end pour la France. Radoucissement attendu impatiemment en Estonie, où les écologistes locaux viennent de lancer un appel urgent à la population pour nourrir des centaines de cygnes surpris par les glaces à la suite d'une chute soudaine et brutale des températures à moins 30 degrés centigrades. Ces cygnes qui ne peuvent plus pêcher de poissons dans les eaux gelées, y compris celles de la mer Baltique. Après Maigret Crémer, Bouillon de culture pivot et Géopolis, l'émission de Claude Sirion consacrée ce soir au génocide au Rwanda, le dernier journal vers minuit 30 en compagnie de Florence Daucher. N'oubliez pas demain à 7 h votre rendez-vous désormais traditionnel avec Catherine Sellac et Bruno Roger-Petit pour thé ou café, invité demain matin Isabelle Juppé. Je vous donne rendez-vous demain dès 13 h en vous laissant méditer cette citation de Voltaire. L'homme est né pour vivre dans les convulsions de l'inquiétude ou dans la léthargie de l'ennui. Excellente soirée, merci.